Chers Bléda idiotifiés, poursuivons notre exploration du monde scolaire donc en banlieue et essayons, n'est-ce pas, cette fois-ci de commencer à être dans l'analyse et à essayer d'apporter donc des solutions ou des préconisations. La dernière fois, en tout cas les deux dernières fois, nous avons parlé en fait de la responsabilité des parents dans l'échec scolaire massif qui est le nôtre et notamment dans celui des communautés donc nègres donc en France. Et nous avons aussi parlé de la responsabilité donc, du corps professoral, des enseignants donc, dans cet échec scolaire. Je vous ai signalé par exemple le fait que les profs donc, à l'académie de Créteil étaient recrutés donc, à 4 sur 20. Et dans ces vidéos, donc, on a pris le temps, bien évidemment, de montrer qu'avec ces deux éléments défaillants, à savoir des profs incompétents et des parents donc, je m'en foutiste, il était évident que les enfants iraient dans le mur. Aujourd'hui, la banlieue donc, est un temple de la médiocrité, donc ça se voit. Les écoles publiques en banlieue sont des mouroirs d'ambition, tout le monde le sait, et d'ailleurs tout le monde évite d'y mettre ses enfants. Il n'y a que nous qui percevons à croire, voilà, on est dans un jeu de dupes où tout le monde fait semblant de croire que le fait d'envoyer son gosse dans une école publique en banlieue, ou à Stein, ou à je sais pas où, à Utrio, n'est-ce pas, ça lui permettra justement d'avoir les mêmes compétences qu'un gamin qui sort d'une école de province ou, pourquoi pas, de Janson de Sailly. On peut le croire, on peut espérer. Je sais que l'égalitarisme est à la mode en France, mais il ne faut pas raconter des bêtises aux gens. Utrio n'est pas Janson de Sailly. Et tout le monde sait pourquoi, c'est tout simplement parce que le corps professionnel n'est pas le même. Au-delà des murs et de l'univers, c'est sûr que le corps professionnel n'est pas le même. Et ça, forcément, ça a un impact direct, n'est-ce pas, sur la qualité de l'enseignement et sur les performances en fait des gamins. On oublie trop souvent de le dire. Voilà. Aujourd'hui, nous allons essayer d'envisager plutôt les différentes, je ne dirais pas alternatives, mais les différentes solutions additionnelles, complémentaires, à l'instruction publique de banlieue. Une fois de plus, je tiens à rappeler les choses. Si je parle de la banlieue, c'est parce que je parle de ce que je connais. J'imagine qu'il doit y avoir des territoires en France, en province, je ne sais pas, dans des campagnes très reculées, où la situation doit être à peu près la même. Mais je parle de ce que je connais. Et donc la banlieue, je connais un tout petit peu, donc je peux me permettre d'en parler. Je ne connais pas toujours tout ce qui se passe en campagne, c'est la raison pour laquelle j'évite de parler ou de globaliser en disant la France et tout, parce que je ne sais pas ce qui se passe hors de la banlieue, ou plutôt je pense que je ne suis pas assez au fait en fait des situations locales partout en France. Donc je parle de ce que je connais, je parle de la banlieue, et je parle notamment de la banlieue du 93. Parce que peut-être que la situation est différente dans le 92 ou dans le 77. Voilà. Donc c'est une expérience de vie. Ça ne veut pas dire que ce que je dis c'est la vérité. J'essaie d'apporter, n'est-ce pas, mes petites vues par rapport justement à ma petite expérience. Voilà. Donc en termes de complément donc, à l'instruction publique, je me suis dit qu'il était important que les parents aient une vue d'ensemble, n'est-ce pas, des différentes solutions envisageables pour eux s'ils souhaitent justement compléter l'éducation de leurs enfants qui sont obligés, n'est-ce pas, d'aller dans ces écoles à cause, n'est-ce pas, entre autres, de la carte scolaire et tout ça. Donc, le premier point, c'est quoi? C'est que j'ai réuni, en fait, j'ai essayé de classifier, en fait, tout simplement, les différentes solutions. Et je les ai regroupées, donc, sur trois thèmes, en fait, plutôt, sur trois notions que j'ai appelées, tout simplement, l'environnement, donc, extérieur. Donc, c'est tout ce qui est réellement hors de la banlieue. Ensuite, vous avez la banlieue, donc l'environnement naturel. Et enfin, vous avez le domicile. Voilà. Donc, c'est derrière ces trois donc, univers, nous allons essayer de voir quelles sont les différentes solutions qui sont proposées à chaque fois. Et à chaque fois, nous essayons de voir les points forts et les points faibles, ou tout simplement les spécificités de chacune des solutions, afin que les parents puissent justement avoir une vision très claire donc, de la situation. Nous allons commencer par l'environnement extérieur.
Et le premier point dans cet environnement extérieur comme solution, comme alternative donc à l'instruction, vous avez ce qu'on appelait des internats d'excellence. C'est-à-dire que grosso modo en France, il y a des écoles privées ou publiques, des internats ou des pensionnats, comme vous voulez, où les enfants sont emmenés et passent une partie donc soit de la semaine, soit du mois, je pense que c'est toute la semaine et le week-end ils rentrent à la maison. Donc ils passent la semaine donc, dans une école, ils sont entre guillemets enfermés, mais ils sont dans un cadre en fait, ce qui leur permet en fait de pouvoir se concentrer sur les études. Et le week-end en fait ils reviennent donc à la maison, en famille, pour pouvoir donc faire leurs devoirs, retrouver leurs parents et jouer leur rôle d'enfant tout simplement. Et donc la semaine d'après, ils repartent à l'école et pendant 5 jours, ils sont à l'école et avec leurs amis. Et dans ce cadre, justement, on se dit que ça va leur permettre justement de pouvoir se concentrer sur l'essentiel, ce qui n'est pas faux non plus. Le gros avantage donc des internats d'excellence, comme son nom l'indique, c'est justement, ce sont des temples en fait de la compétition et du travail. Et ce qui est plutôt bien, parce que lorsqu'un enfant finalement n'a pour seul divertissement que son cahier, quelque part il est obligé de travailler. Ce qui fait que ça permet en fait de cadrer des gamins et de leur permettre de se concentrer sur l'essentiel et donc d'avoir des meilleures notes, donc de très bonnes performances scolaires. Et donc c'est quelque chose de plutôt positif. Le point négatif en fait de ces internats d'excellence, c'est que c'est l'excellence justement. C'est que pour eux, l'excellence, ce n'est pas d'aller chercher des gens qui n'ont pas les moyens d'y être pour pouvoir les tirer vers le haut. L'excellence pour eux, c'est de prendre des hauts profils, des élèves en banlieue qui ont le potentiel, donc qui ont des bonnes notes, mais qui, pour X ou Y raisons, sont dans un environnement un peu difficile. La mère, par exemple, c'est une mère, c'est une famille, c'est une mère célibataire, et c'est une cellule monoparentale. Et donc, ou bien le gamin commence à plonger dans la délinquance, ou bien le gamin a des amis qui commencent voilà, à l'inciter à fumer, à sortir, il ne dort pas assez, il fait du rap, du foot, je ne sais pas quoi d'autre. Et donc les parents se disent pourquoi pas, c'est un gamin qui a un très bon potentiel, il a des bonnes notes à l'école, je ne vais pas le sacrifier donc ici, donc je préfère que mon gosse aille dans cet internat. Ce qui, ma foi, aussi est quelque chose d'absolument raisonnable et normal d'ailleurs. Et donc, le gros désavantage, en fait, le gros point de ces internats, le point qui me paraît un peu, voilà, pas néfaste, mais ça vise en fait un public en fait de personnes qui n'ont réellement pas besoin en fait de lutter contre l'échec scolaire. Ils ont peut-être besoin de lutter contre la délinquance, contre tout ce qui est afférent justement à l'éducation, mais ils n'ont pas besoin, en termes de potentiel scolaire, ils ont des bonnes capacités. Et donc ça vise un public d'abord très minime, des centaines de gamins au grand maximum, donc le nombre est très réduit, et ça vise un public de personnes de haut potentiel, donc de personnes qui ne souffrent pas de l'échec scolaire. Or, la difficulté en banlieue, c'est quand même de parler à la masse, parce que la masse des élèves en banlieue scolaire souffrent soit de l'échec scolaire, soit du décrochage scolaire. Décrochage scolaire, ils auraient juste besoin d'un coup de pouce pour pouvoir donc refaire surface. Mais eux, par contre, en règle générale, ne sont pas concernés par ces temples justement de l'excellence, où on vient trier, donc on vient en banlieue et on sélectionne, n'est-ce pas, les plus brillants, et eux, on les sort, n'est-ce pas, de cette banlieue pour les emmener donc dans des réduits où ils pourront donc exceller. Donc ça ne concerne pas les gamins qui sont réellement en difficulté. Ça c'est le point qui me paraît, c'est la raison pour laquelle je classe ça dans les méthodes en fait inefficaces. Parce que ça consiste à sauver des gens qui, comme j'aime à le dire, se seraient sauvés quoi qu'on fasse. C'est exactement comme si vous preniez, il y avait un naufrage, et vous voyez Laure Manodou, vous dites, vous voyez Laure Manodou qui plonge, et la première chose que vous dites c'est quoi? Laure Manodou, s'il te plaît, prends la bouée. Alors qu'il y a plein d'individus à côté qui ne savent même pas nager. Donc vous donnez une bouée en fait à Laure Manodou qui, comme vous le savez, est une championne de natation. Il n'a clairement pas besoin de bouée pour pouvoir donc s'en sortir dans le milieu aquatique. Ça ne sert à rien de sauver des gens qui de toute façon se seraient déjà sauvés. Ou plutôt,
c'est intéressant dans le sens où on se dit qu'en banlieue, il y a des gens, des petits génies, des petits surdoués, et qu'on décide d'extraire ces petites surdoués pour les mettre dans un environnement de surdoués, pour leur permettre justement d'exceller, de pouvoir donc faire parler l'essentiel, de pouvoir exprimer la plénitude de leur potentiel. Ça, c'est intéressant, mais c'est pour des publics très ciblés. Par contre, pour la grande masse des gamins qui sont en grosse difficulté scolaire, ça ne leur apporte strictement rien parce qu'ils ne sont jamais sélectionnés pour y aller dans ces internats. C'est ça le gros point qui me paraît fragile donc, par rapport donc, à ces internats d'excellence. Je pense qu'il y a certains internats d'excellence, lorsque Sarkozy l'avait fait, où il n'y avait pas besoin de payer. Donc l'internat, normalement, les internats, c'est payant. C'est privé, c'est payant. Mais il doit certainement avoir des internats publics où c'est tout simplement votre diplôme, votre bulletin de notes qui vous permet donc d'y accéder et la situation donc financière de vos parents. Donc ça s'adresse à un public très ciblé, mais un public brillant. Ça ne s'adresse pas à la masse des gamins qui sont en train de couler. Donc inefficacité totale. Ça ne sert strictement à rien. Voilà. Le deuxième point par rapport donc à cet environnement extérieur, la deuxième solution qui est toujours préconisée donc par les tenants du manche, c'est le busing. Je sais que vous avez dû entendre parler du busing, c'est un terme américain et en fait la notion c'était simplement quoi? C'est toujours basé sur ce principe donc d'internat, sauf que là le gamin, au lieu de passer la semaine donc à l'internat, il revient tous les soirs à la maison. Et donc pour pouvoir lui faciliter donc cela, qu'est-ce que les Américains ont mis en place pour les gamins des banlieues défavorisées donc de Chicago, qui allaient donc étudier donc en centre-ville, dans les meilleures écoles qui se trouvaient en centre-ville. On les sortait justement de leur milieu naturel pour pouvoir leur permettre d'être dans un climat une fois de plus d'excellence. C'est toujours cette notion, hein, sortir l'individu de son milieu naturel pour le mettre dans un milieu d'excellence, avec tout ce que ça peut impliquer. Et donc ces gamins, donc, on a mis en place du busing. Donc on les prenait le matin avec des bus et on les ramenait donc, le soir donc, avec ces mêmes bus, d'où le thème de busing, la navette. Et donc c'est toujours le même principe que l'internat d'excellence. Le gros avantage, une fois de plus, c'est de permettre à des gamins qui ont des vrais potentiels de pouvoir s'en sortir beaucoup plus facilement, d'être dans un climat qui permet en fait d'exceller, de s'exprimer amplement et de performer. C'est ça le gros avantage. Et les gros inconvénients, une fois de plus, ça touche un public très réduit. Et un public qui n'a clairement pas de grosses difficultés d'échec scolaire. Ce sont les gamins qui, quoi qu'ils fassent, ce seraient en grande majorité tirés de leur situation. Donc ça ne sert à rien en fait de leur balancer les bouées. De toute façon, ils savent nager. Voilà. Et donc c'est toujours la même idée. D'autant en plus le busing à Paris, je pense que ça cause quand même quelques problèmes, on va dire pratiques, quoi, parce que s'il faut faire des navettes de bus pour amener des gamins à Sciences Po le matin à 7h30, 8h, je ne sais pas à quelle heure il faudra que les gamins se lèvent, bon j'imagine qu'ils iront en métro. Bref, ça cause beaucoup de soucis pratiques à mettre en place et surtout même des soucis finalement sociétaux, puisque les parents de familles parisiennes qui aimeraient aussi que leurs enfants soient dans ces écoles d'excellence poseraient donc rapidement la question au gouvernant, pourquoi est-ce que mon fils Mathieu, lui qui travaille à Paris et qui lui n'a commis aucun péché, à part le simple péché d'être peut-être blanc et de vivre à Paris, pourquoi est-ce que Mathieu devrait subir cette discrimination qui ne dit pas son nom finalement, mais pourquoi est-ce que Mathieu devrait subir cette discrimination? Moi aussi, je vais pouvoir bénéficier de cela. Donc ça créerait quelque part une distorsion on est dans une société égalitaire et donc ça créerait forcément des tensions sociales évidentes. D'ailleurs, ces tensions qui s'expriment déjà à Sciences Po, où vous avez des étudiants de Sciences Po, par exemple, qui ont commencé, je crois l'année dernière, à manifester parce qu'ils étaient exaspérés de savoir qu'il y avait des étudiants de banlieue qui venaient et qui n'avaient pas, n'est-ce pas, passé les mêmes concours qu'eux et qui n'avaient pas donc eu les mêmes difficultés pour pouvoir donc accéder à Sciences Po. Et ça les incommodait un tout petit peu de savoir qu'il y avait des gens qui avaient des passe-voix à Sciences Po. On peut être pour, on peut être contre, hein, le but n'est pas de d'ergoter là-dessus, mais simplement on peut aussi entendre ce qu'ils disent. C'est vrai que qu'est-ce qu'ils ont fait eux
pour ne pas mériter le même passe-droit que les autres. Ça se comprend. Et puis, c'est à chacun, c'est à la société de s'interroger par rapport à ça. On y reviendra bien évidemment dans une autre discussion sur ce souci. Mais c'est ça le gros souci en fait de tous ces busing et de tous ces internats d'excellence, c'est qu'au-delà du fait que ça sauve des personnes qui de toute façon s'en seraient tirées tout seuls, ça touche très peu de monde et c'est d'une inefficacité absolument abyssale, quoi. Ça, je veux dire, ça ne touche personne. Ça touche quelques individus par rapport à la banlieue, ça ne change strictement rien à l'échec scolaire qui continuera donc de toute façon à prospérer puisqu'il n'y aura puisqu'on n'aura pas justement joué sur les points les plus importants, à savoir la responsabilité des parents et la qualité du corps professoral de banlieue. Et pour terminer donc, dans cet environnement donc, extérieur, il y a un point que je tenais absolument à soulever. Bon, je vais être le seul en France et je vais passer pour un original quand je vais le dire. Mais il y a aussi des internats au Cameroun. Donc pour les familles qui le souhaiteraient par exemple, ce serait pas, je sais que le système scolaire au Cameroun est de primaire et on va dire le collège, le primaire, le lycée. Donc si vous souhaitez réellement que votre enfant sache lire, écrire, compter, si vous pouvez l'envoyer au Cameroun dans un internat pour qu'il aille faire ses études au Cameroun ou dans une famille d'accueil au Cameroun pour qu'il y fasse ses études, n'hésitez surtout pas. N'hésitez surtout pas. Il est évident que avec les méthodes de travail qui sont les méthodes à l'ancienne, à savoir la méthode alphabétique, donc le B à bas, avec la discipline, le travail et la concentration donc des cours donc sur les maths et le français, il est évident que les enfants camerounais du primaire en tout cas ont n'est-ce pas des très bonnes bases pour pouvoir donc apprendre la langue française. Donc pour faire rendre les choses bien plus équilibrées, pour rendre les choses lisibles, comme on ne fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, quitte à choisir entre une école publique de banlieue et envoyer son gosse dans un pensionnat au Cameroun, dans une maison d'hôte, dans une école même publique au Cameroun, si vous avez le choix, si vous avez la possibilité, n'hésitez surtout pas, famille africaine, famille camerounaise, famille immigrée, d'envoyer vos enfants et d'essayer de sauver vos enfants de la médiocrité du système public de banlieue en les envoyant donc au Cameroun pendant 9 mois pour qu'ils suivent les cours et ensuite qu'ils reviennent pendant les périodes de vacances. N'hésitez surtout pas, si vous avez la possibilité de le faire, n'hésitez surtout pas. Ces écoles camerounaises sont de très loin, je dis bien de très loin, de meilleure facture que les écoles publiques de banlieue. C'est une évidence criarde, je veux dire, ça me paraît tellement évident. Et d'ailleurs, la plupart des familles qui ont osé la situation vous le diront. Le niveau du primaire au Cameroun n'a rien à voir avec le niveau du primaire en France. Il faut appeler un chat un chat. C'est une réalité. Et d'autant plus qu'on a des enfants aujourd'hui en France qui sont très acculturés. Il faut aussi dire les choses. C'est les gamins, ils sont noirs, on leur dit leurs ancêtres sont des Gaulois. Tous les jours, on leur parle d'assimilation. Les types qui sont nés ici, je veux dire, à un moment dans le ciboulot, ça travaille. Et donc peut-être que le fait de couper un peu avec cet environnement de tensions sociales, de racisme et de tout ça, vous savez, tout ce climat dans lequel on baigne, peut-être que le gamin, lorsqu'on l'enverrait au Cameroun pendant, je sais pas, 4-5 mois et on le ferait venir pendant les vacances scolaires, ça peut, je pense, l'aider donc à être dans un environnement donc beaucoup plus sécure pour lui et où justement on travaille encore à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de méthode globale. La méthode globale, c'est grosso modo, c'est une méthode de lecture qui consiste à lire en reconnaissant en fait des mots ou des phrases, c'est de la reconnaissance visuelle. Donc on écrit montre banane, on dit banane, et puis ensuite, vu qu'on a vu comment s'écrit banane, le lendemain, je sais pas, on fait une phrase, je sais pas, la banane a fait ceci ou cela, et puis le gamin doit être censé d'être capable, n'est-ce pas, en revoyant banane, de faire l'analogie visuelle en se disant c'est banane, donc ça s'écrivait comme ça. C'est un truc assez globuleux, c'est un truc assez nébuleux plutôt, et c'est du n'importe quoi. Je sais pas quels sont les crétins qui ont pu mettre ça en place, en tout cas ça a montré ses limites, puisqu'aujourd'hui, ceux qui ont attesté ça comme d'habitude, hein, je ne sais pas qui disait que les miens servent de crash test. Ben, le crash test, ça a été vos enfants en banlieue.
puisque les familles parisiennes, n'est-ce pas, n'ont jamais abandonné la méthode Bochet. Et donc, nous avons servi de crash test donc, pour cela et nous en avons payé le prix. La méthode alphabétique de lecture, à savoir le B à bas, est certes un peu contraignante parce qu'elle est un peu fastidieuse. Il faut lire B, A, bas, voilà, banane, donc ça prend un peu de temps, mais c'est un gros avantage sur l'autre, c'est qu'une fois que vous connaissez et vous maîtrisez vos syllabes, et ben, vous savez lire. Ça, tout simplement l'avantage de l'efficacité. C'est vrai que c'est un peu chiant, c'est un peu répétitif, c'est un peu lourd, mais bénéfice direct, 100% de lecture à la fin de la méthode syllabique. Méthode globale, c'est des trucs à dormir debout. On apprend des phrases entières à des gamins et on leur demande de réciter et surtout on leur demande de se rappeler à chaque fois la structure de la phrase, de la structure du mot dans la phrase pour pouvoir le faire. C'est des trucs, c'est assez, c'est tellement, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens et d'ailleurs je me demande qui est le crétin qui a pu mettre ça en place en France et qui sont ceux qui ont permis qu'on puisse mettre de telles inepties en avant. Quoi. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Aucun. Donc voilà, petite digression. Et maintenant, nous allons nous concentrer en fait sur les solutions. Sur les solutions, en fait, de complément à l'instruction en banlieue et dans un environnement, donc, on va dire, naturel, donc en banlieue. Dans sa proximité géographique. Et là-dedans, une fois de plus, vous allez retrouver donc l'internat d'excellence, l'école privée et le système associatif, les associations d'aide, de soutien scolaire, les associations d'aide, voilà, ce genre de choses. Les internats en banlieue, en tout cas dans le 93, le seul internat que je connais, c'est l'internat des femmes d'honneur, donc qui se trouve juste à côté de la basilique de Saint-Denis, et qui en fait ne s'adresse pas du tout aux populations locales. C'est un internat qui, par des faits historiques, je crois que ça a été inventé par Napoléon, et du fait, des faits historiques, un peu comme la basilique qui s'est trouvée à Saint-Denis, à côté des cités, bah, cette école, cet internat a eu le malheur de se retrouver là. Donc en fait, c'est une sorte d'îlot en fait d'excellence en plein marasme scolaire. C'est un truc, ça n'a pas de sens. Les filles qui y vont, parce qu'il n'y a que les filles qui y vont dans cet internat, sont, je crois, soit des pupilles de l'État, soit des filles, des fonctionnaires de la poste ou des filles de sapeurs-pompiers. En fait, c'est un autre steak, en fait, notre privilège de classe qui a été mis en place, je ne sais pas quand. Et ce qui fait qu'en fait, les populations locales n'ont pas le droit d'y être. Donc, ils accueillent en fait un public très ciblé de filles qui viennent de province, qui viennent de Paris, qui viennent de très loin parfois, pour venir dans cette école. Et c'est réellement une école qui a des statistiques absolument exceptionnelles pour le 93. Je pense qu'ils sont comparables en fait au bac. Là, les résultats au bac sont comparables à ceux de Janson de Sailly. Et donc, une fois de plus, c'est le seul internat que je connaisse, donc d'excellence, en tout cas que je connaisse en banlieue. J'imagine qu'il doit en avoir d'autres. Et, l'approche est toujours la même, c'est-à-dire l'analyse est toujours la même. Ça s'adresse à des publics très 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 ciblés, très très particuliers, qui bien évidemment ont les compétences pour y être, pour pouvoir performer dans ces environnements. Et donc si on devrait généraliser donc, ce système d'internat et d'excellence en banlieue, ce serait pour ce genre de personnes. Ce qui ne veut pas dire que c'est mal en soi, que les choses soient bien claires. Je ne dis pas que les internats c'est mal en soi, je dis juste que ça ne s'adresse pas au public cible, à savoir la masse des gamins qui sont en échec scolaire. Ça s'adresse à des gamins qui sont déjà bons et qu'on souhaite rendre meilleurs. Donc c'est pour tous les gens qui sont à bons et qui veulent devenir très bons, excellents. Mais ça ne s'adresse pas aux gens qui sont médiocres, peu mieux faire, passables, tout ça, non. Et comme dans ces internats, j'imagine, qu'il doit y en avoir dans d'autres banlieues, il y a tous les parents désirent envoyer leurs enfants. Je dis, c'est quand vous avez une solution qui a prouvé ses résultats, quand même il faut le dire, si vous avez la possibilité d'y mettre votre enfant, vous n'hésitez surtout pas. Forcément, j'imagine que pour les internats payants, la sélection donc à l'entrée doit être assez drastique. Et comme vous le savez très bien, on sélectionne toujours sur le bulletin de notes. Et donc si votre gamin s'est laissé aller, même s'il est en décrochage scolaire, il s'est laissé aller parce que, je sais pas, la puberté, l'adolescence, les amitiés et tout, la délinquance, il s'est laissé aller,
ben, juste avec son bulletin de notes, ça sera difficile pour lui donc, de pouvoir accéder donc, à ce type d'école. Voilà. Et donc c'est ça le gros souci. Donc, ça coûte cher, ça ne s'adresse pas au public cible, à savoir la masse des gamins qui sont en échec scolaire, en décrochage scolaire. Donc une efficacité zéro. L'autre point là-dedans, c'est ce qu'on appelle en fait les écoles privées. Les écoles privées, c'est comme les écoles publiques, ce sont des écoles qui sont donc agréées par l'État, sémentées. Et sauf que la spécificité de ces écoles, au-delà du fait qu'elles soient privées, c'est-à-dire que voilà, vous devez payer quand même, hein, vous payez. La spécificité de ces écoles, c'est que ces écoles choisissent en fait leur corps professoral. Voilà. Et ça fait toute la différence. C'est tout. La grosse spécificité, c'est ça. Et c'est la raison pour laquelle elles sont meilleures que les écoles publiques. C'est simplement parce que le proviseur a le droit de choisir ses enseignants. Et comme il ne va pas, il va pas chercher des chèvres, bah, il s'arrange toujours pour avoir des meilleurs profs. Et donc derrière, les résultats suivent. Et in fine, que font les parents? Bah, les parents suivent aussi. Et donc les parents se précipitent dans ces écoles. La liste d'attente dans ces écoles est absolument phénoménale. Il y a un besoin criard en France donc d'excellence. Et donc les parents font la queue pour y aller dans ces écoles privées. Et donc, une fois de plus, le gros point négatif, c'est sa sélection finalement. Et donc, si votre gamin n'a pas travaillé, ça sera compliqué pour lui d'être sauvé. Au-delà du fait qu'il faut payer. Je sais que les tarifs, il y a des aides en fonction donc, du foyer fiscal, mais les tarifs, on va dire, vont grosso modo de 1500 jusqu'à, j'ai cru entendre, 17 000 euros. Il y avait une école à, enfin, il y a une école à Bordeaux, une école privée à Bordeaux, où l'année scolaire c'est 17 000 euros, je crois. Il y a, il y a des fils et des filles de ministres africains et de présidents africains qui vont dans ces écoles, c'est aussi un pensionnat, je crois. Et, et voilà. Et ils y envoient leurs enfants. Donc, pourquoi pas. Donc, les écoles privées, c'est clairement, c'est la solution, l'une des solutions les plus intéressantes parce qu'elles sont beaucoup plus massives que les autres, c'est-à-dire qu'elles ne reçoivent pas quelques centaines de gamins, mais plutôt des milliers de gamins. Elles peuvent être aussi privées confessionnelles. Je sais qu'on a des écoles privées catholiques qui sont aussi très courues, où il y en a une, il y a un lycée, je crois, Seine-Saint-Denis, à la plaine Saint-Denis, un lycée musulman. Mais voilà, mais voilà, elles sont confessionnelles aussi. Et grosso modo, une fois de plus, leur spécificité est le gros point, le point majeur pour ces écoles, c'est justement qu'elles sélectionnent la prof. Et ça fait toute la différence, parce qu'en ayant des bons profs, ben on a les résultats qui suivent. Et donc les parents qui ne s'y trompent jamais, finalement, plébiscitent ces écoles, et donc la liste d'attente est assez importante. Et donc, ça risque d'être compliqué en fait pour tout le monde d'y accéder, tout simplement. Mais ce serait ce qu'il faudrait faire, ce serait d'avoir de plus en plus d'écoles privées avec des professeurs de bonne qualité forcément. Et ce serait beaucoup plus intéressant pour les banlieues de multiplier en fait les écoles privées ou des écoles publiques qui auraient ce même principe de sélectionner en fait la prof. On verrait immédiatement les résultats. Ça, c'est le gros point. Le point négatif, une fois de plus, c'est l'argent. Si vous avez les moyens financiers de pouvoir y envoyer votre gosse, ben, n'hésitez surtout pas. Et si vous pensez que votre gosse est encore récupérable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est un gamin qui était bon, en fait qui est bon, mais qui malheureusement, avec la puberté, avec la réalité de la vie de banlieue, a commencé à s'égarer. Si vous pouvez réellement sauver votre gamin et l'envoyer vers ce type d'école, n'hésitez surtout pas, mettez le prix, le jeu en vaut la chandelle. Et enfin, il y a le système d'association. Il y a beaucoup d'associations que moi je traite de parasites en fait. Il y a plein de gens comme ça qui vivent en fait sur le dos de la collectivité en laissant croire qu'elles apportent un quelconque bénéfice social donc, par leur existence. Les associations en banlieue ont fait la preuve de leur inefficacité. Je dis que les faits, hein, une fois de plus, il faut revenir sur les choses terre à terre. Le problème n'est pas de parler de cœur, mais de parler des faits. L'échec scolaire est une plaie en banlieue, voilà, c'est une réalité.
Et ces associations, depuis 10, 20, 30 ans, vivent en banlieue et disent pouvoir aider et ont des subventions, obtiennent des subventions des mairies donc, pour aider donc, cette masse justement de gamins en échec scolaire ou en décrochage scolaire. Résultat des courses, depuis 30 ans, la banlieue ne cesse de plonger dans une somme de décrépitude absolument phénoménale. Elles ont fait, je pense, clairement la preuve de leur inefficacité. Elles ne servent strictement à rien. Ce sont des haltes garderies. Les parents en sont conscients. Demandez à un parent de banlieue d'y mettre ses gamins, ils savent pourquoi ils les mettent. Ils les mettent parce que les gamins finissent à 16h30, le parent finit de travailler à 18h, le temps d'être chez elle, d'être chez lui, il est 19h. Donc entre ces deux temps, qu'est-ce qu'on dit? Bon, on va mettre le gamin dans une association de soutien scolaire, je ne sais pas quoi. Et donc ça sert en fait d'alte galerie en attendant que les parents viennent les chercher, une fois que les cours sont terminés. C'est leur rôle en fait. Ce sont des garderies géantes qui sont financées par vos impôts. Et posez-vous toujours la question de savoir si dans votre entourage, vous connaissez une seule personne, je tiens à le dire, qui vous a dit, tiens, je suis passé par une association de soutien scolaire en banlieue, et bizarrement, je me suis retrouvé donc, je ne sais pas, à Polytech. Il n'y en a aucune. Il n'y a personne. Voilà. Tout simplement, pour X ou Y raisons, il y en a qui se plaignent, non, on n'a pas assez de moyens, on n'a pas assez de ceci, on n'a pas assez de cela. Non, le système associatif n'apporte rien. En tout cas, dans le monde éducatif, ça n'apporte rien et ça n'apportera jamais rien aux parents. C'est une perte de temps, c'est une perte d'argent, c'est un renoncement. C'est un renoncement lorsqu'on en est réduit. Quand je vois les mecs qui disent on donne de l'argent à des associations pour aider les gamins, non, c'est déjà un renoncement. Vous n'avez pas besoin de donner de l'argent à des associations. Je pense que le plus important, c'est l'implication des parents dans l'éducation de leurs enfants. C'est tout. Toute autre personne qui intervient là-dedans, à part le prof ou le parent, à mon avis, est un parasite. Le parasitisme n'est pas toujours négatif. Je sais que, voilà, toute personne qui sait, il y a des parasites. L'être humain, par exemple, il y a des parasites dans notre corps. Ce sont des parasites qui nous permettent, par exemple, de dégrader notre alimentation. Donc, le parasite en nombre contenu est positif pour l'organisme. Mais voilà, pour la dégradation des nutriments et tout ça, vous avez besoin des parasites. Il y a des microbes qui font très bien le boulot. Par contre, une fois que ça explose, une fois qu'on n'avait plus que ça comme solution de dégradation, forcément, ça devient néfaste. Et c'est la même chose avec l'être humain. Et donc, le parasitisme, les parasites en soi ne sont pas toujours négatifs. Je sais que lorsque je dis parasite, on peut prendre ça pour toujours. Voilà. Mais voilà, on a besoin d'une forme d'assistance sociale, tout ça, bien sûr, mais à un nombre très limité. Et pour les cibles, pour des projets vraiment ciblés. Une fois que ça devient la seule solution, n'est-ce pas, à trouver pour pouvoir lutter contre l'échec scolaire en banlieue, vous avez les résultats que vous avez aujourd'hui. Donc voilà, et puis demandez à votre maire qui adore tant ces associations qu'il finance, d'y mettre son fils. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est si le maire de votre ville, a inscrit son propre fils dans l'une de ces associations et vous voyez que son fils y va constamment, vous pouvez envoyer votre fils là-dedans. Par contre, si le maire de votre ville n'y a jamais mis les pieds et n'en a rien à cirer, très honnêtement, c'est une perte de temps. Et in fine, les faits. Elles ont fait la preuve, n'est-ce pas, de leur médiocrité. Et ça se voit, c'est gros comme le nez. Je veux dire, il faut voir le climat dans lequel on est là aujourd'hui actuellement. L'échec scolaire est massif. Et ces associations y étaient depuis longtemps. Elles ont été installées par la gauche. C'est une réalité aussi. Bilan des choses, bilan des courses. Voilà, la banlieue est un mouroir d'ambition. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et ces associations ont bien évidemment leur part de responsabilité là-dedans. Combien de, je sais pas, de polytechniciens, ces associations, n'est-ce pas, ont-elles vu éclore? Combien? Quelles sont les statistiques de ces associations? Je sais pas, on reçoit telle subvention pour accueillir, je sais pas, 200, 300 enfants par an. Combien ont eu leur examen? Combien se sont améliorés? Combien, je dis, qui tient les comptes? Il n'y a rien. C'est de l'argent jeté par les fenêtres qui ne sert strictement à rien. Donc le système associatif, c'est la pire chose qui puisse arriver en banlieue. Et la meilleure des choses que les dirigeants devraient faire, c'est d'arrêter tout ce système de parasitisme social et d'essayer de trouver des vraies solutions. Parce que le jour où on dira halte, on ne fait plus d'association, on se mettra à réfléchir.
tant qu'on s'est dit non, c'est pas grave, je vais donner quelques arachides à 2-3 associations et ils vont pouvoir gérer le problème, ben, on ne réfléchira pas. Mais le jour où vous dites stop, on ne veut plus d'association, ben, on se met à réfléchir, on commence à trouver réellement, on commence à se dire comment pouvons-nous réellement lutter contre l'échec scolaire et sauver massivement les gamins qui sont en déperdition. Là, on commence à réfléchir et là, on commence à trouver les vraies solutions. Mais tant que vous aurez donc les associations, ben, ça masquera en réalité toute la déchéance et toute la médiocrité intellectuelle de tous ces gens, tous ces experts justement qui n'ont rien fait et qui continuent à vous couler. Pas leurs enfants, hein. Leurs enfants sont toujours à Janson de Sailly. Par contre, vos enfants à vous, ça compte pour rien, ce sont des déchets. L'autre point finalement de cela, en fait, je vais essayer de conclure tout simplement par rapport donc à l'environnement naturel qui contenait donc internat, école privée, association. Voilà. Le dernier point justement, l'autre point par rapport à ça, c'était ce qu'on appelait en fait les partenariats avec des grandes écoles. C'est quelque chose qui est apparu avec, qui a été médiatisé avec un type qui s'appelle Richard, enfin un type qui s'appelait Richard Descoings, qui est mort de façon étrange, n'est-ce pas, à New York. C'est l'ancien directeur donc, de Sciences Po qui avait commencé cela. Et donc le but c'était de parrainer en fait des gamins de banlieue, une fois de plus, qui ont de bons résultats, ou en tout cas qui ont un bon potentiel, de les faire parrainer donc, par des étudiants qui étaient à Sciences Po. Et l'idée dans cela, c'était tout simplement que le gamin aurait donc en face de lui une personne exemplaire qui lui permettrait donc de se concentrer sur les choses, sur l'essentiel, à savoir ses études, qui le motiverait dans ses études, qui le suivrait par pas, qui lui donnerait des conseils sur de la prise de notes, par exemple, ou tout simplement sur la préparation de fiches, vous savez, pour pouvoir passer les examens, voilà, un gamin qui serait passé donc dans une grande école et qui, bien évidemment, reviendrait donc de temps en temps en cité pour qui reviendrait ou qui viendrait. Ça peut être aussi un Mathieu qui vient de province, qui vient donner un coup de poing, qui vient donner un coup de main plutôt. Et donc qui viendrait donc en banlieue pour aider donc ces gamins donc avec de très bons profils. Sorte de, j'aime pas trop le mot, mais on va dire sorte de, oui, de coaching, quoi, on va dire. Voilà. Et ces systèmes en fait de partenariat avec des grandes écoles, une fois de plus, souffrent toujours de ce que je vous ai dit, des autres politiques ou des autres suggestions en fait de nos experts et dirigeants, à savoir que ce sont des solutions qui s'adressent une fois de plus à une petite élite scolaire de banlieue qui n'a voilà, qui est plutôt assez autonome mais qui peut toujours s'en sortir. Rappelez-vous, Mort Manoudou, à qui on balance Mboué, c'est toujours ça l'idée. Et qui n'a, ça ne touche pas la grande masse en fait des élèves en difficulté. Et donc ça pose toujours le même problème en fait d'efficacité. C'est à qui s'adresse-t-on? On s'adresse à des profils uniques, très bien. Mais dans ce cas, ça ne peut pas être une politique générale pour la banlieue. Il faut dire, on fait du repérage pour les grands talents. Voilà. Mais dit, comme politique de banlieue, de lutte contre l'échec scolaire, nous allons faire des partenariats avec des grandes écoles. Ça ne touche réellement pas ceux que ça devrait toucher en premier. Donc une fois de plus, efficacité zéro. Et en plus de cela, ce sont des partenariats. Il y a tellement de marketing là-dedans qu'au fond, ça vaut quoi? Qu'est-ce que ça vaut réellement un étudiant qui vient de Sciences Po? Il y en a combien d'étudiants qui sont mis dans ces programmes? Est-ce que c'est obligatoire dans leur formation ou est-ce que c'est fait volontairement? Si c'est obligatoire, combien s'y penchent vraiment et combien le font avec, avec passion? C'est quoi l'efficacité de tous ces trucs au-delà du marketing et du bruit, j'ai des gros doutes. J'ai des gros doutes sur l'efficacité. Je pense que c'est une fois de plus c'est du bullshit. Ça permet de se donner une certaine conscience sociale pour pouvoir continuer donc à faire de la reproduction sociale dans ces milieux. Et voilà, on se donne bonne conscience en disant on a mis en place un partenariat dans notre grande école avec des étudiants de banlieue, avec des élèves de banlieue.
c'est du bullshit en fait. C'est du bullshit, ça vaut rien, ce n'est pas coordonné, c'est chaque école dans son coin. Voilà, ça ne touche pas le public cible, donc il fallait en parler parce que c'est quelque chose qui existe, mais ça touche tellement peu de monde et l'efficacité n'a pas été mesurée. Je pense que ça ne vaut rien. Je pense que ça ne vaut rien. Je pense que c'est du marketing, c'est du blabla. Et c'est du même acabit que du buzzing et des internats d'excellence et je ne sais pas quoi. Ça ne vaut strictement rien. C'est mon avis. Et j'attends qu'on m'apporte la contradiction dessus, qu'on m'apporte les chiffres. Voilà, je pense que ça ne vaut rien. Donc voilà. Et enfin, nous terminons donc cette vidéo donc, sur les solutions donc, de complémentaires pour l'instruction donc les familles de banlieue. Il y en a deux qui restent. Je vais essayer de globaliser, en fait, de mettre dans un seul ensemble ce que j'appelle l'e-learning. Donc, et puis de l'autre côté, le soutien scolaire. L'e-learning, là-dedans, je vais mettre, en fait, c'est tout ce qui permet d'avoir de la connaissance de l'enseignement sans interface, sans présence physique de la personne qui enseigne, de l'enseignant, du professeur. Voilà. Et donc là, tout ça, je vais globaliser tout ça et mettre tout ça dans l'e-learning. Donc ça peut être ça peut être grâce à un ordinateur, ce qui est la grosse majorité, l'e-learning, soit via un téléphone portable ou voilà, ou soit grâce à un téléphone où je sais qu'il y a des sociétés qui font des cours d'anglais, ils vous appellent le matin à 7 h du matin et vous discutez avec une personne, apparemment ça permet, ça marche aussi. Voilà, donc il y a toutes sortes de variantes, mais grosso modo je mets tout ça dans le vocable en fait e-learning, qui moi me dit tout simplement c'est des cours en fait que vous obtenez donc via un support et non via une personne humaine. Donc je mets tout ça dans e-learning. Et ça, vous pouvez l'avoir chez vous. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir un PC chez vous, vous avez votre portable avec vous. Et donc, c'est ça le gros avantage. C'est pour ça que je l'ai mis donc, à domicile. Et donc, dans cette solution d'e-learning, une fois de plus, les chiffres, les faits, bon, dans le monde de l'éducation, il n'y a pas beaucoup de chiffres qui circulent. Mais l'e-learning, pour moi, me paraît être très très ambitieux pour le public qu'on vise en fait. Il faut savoir que les jeunes qui sont en décrochage scolaire en banlieue, trouver le temps et surtout trouver la motivation. C'est un peu comme les cours par correspondance, c'est la même chose. Trouver la motivation de suivre les cours par informatique, par internet, par correspondance. Je pense que non. Je pense que l'efficacité reste à démontrer, mais je n'y crois pas beaucoup. Je sais qu'on a beaucoup parlé de la Khan Academy, vous savez, l'Indien ou le type du Bangladesh, qui a été aidé par Bill Gates et qui a, je sais pas c'est quoi, il y a un storytelling, apparemment il aiderait sa cousine qui se trouvait dans une autre ville américaine et donc il s'est mis à faire des vidéos qu'il lui postait par internet et après ça a pris de l'ampleur et puis aujourd'hui Bill Gates finance son organisation. Ok, soit, mais une fois de plus, d'ailleurs je pense qu'il va s'installer en France, ils essaient de traduire donc ces vidéos donc en français pour qu'il puisse s'installer en France. Pourquoi pas? Je dis ça mange pas de pain, mais une fois de plus, efficacité quoi. Efficacité tout simplement. Je sais que sur mon ordi et sur mon portable, j'ai installé pas mal de jeux. Les 2-3 premiers jours, ben, on y joue beaucoup, et puis après, ça s'étiole, et puis à un moment, ça reste là et ça décore en fait votre téléphone. Donc, qu'est-ce que ça vaut tout ça? Je pense qu'en termes d'efficacité, l'enseignement via des outils, via des supports autres qu'humains, ma foi, n'est pas très efficace. Il faut des gens qui ont réellement un certain profil, des gens qui sont hyper motivés, qui ont vraiment faim pour s'accrocher et pour tous les soirs aller faire les devoirs, aller faire les exercices. Voilà. Ça nécessite d'avoir un certain état d'esprit qui n'est pas ce qu'on retrouve en banlieue. Vous avez plutôt des gamins qui évitent justement la chose scolaire et c'est compliqué voilà, de les intéresser à ça. Donc l'e-learning a le gros avantage d'être honnêtement peu cher. Je pense que sur internet vous avez des sites gratuits
il y a plein de sites gratuits. Vous tapez soutien scolaire, par exemple, le premier site qui apparaît, c'est un site gratuit d'e-learning. Vous avez plein d'exercices, en fait, de français, de mathématiques, gratuitement, donc, sur Internet. Donc, c'est des solutions qui existent gratuitement ou payantes. Vous avez des sites aussi spécialisés qui donnent des cours, donc, qui ont plein d'exercices très bien faits, très bien pensés, tout ce que vous voulez. Mais une fois de plus, ça existe depuis de nombreuses années, comme je sais pas, apparemment, il paraît que Khan Academy, ils ont transformé la visio. Je sais pas pourquoi on s'excite tellement sur ce Khan machin truc, euh, parce que les cours sur internet, par vidéo, j'ai la sensation que ça existait depuis un bon moment. Mais bref, c'est le délire du moment. En plus, je crois que la Khan Academy, c'est financé par un mécène, Bill Gates. Donc espérons que, je sais pas, Pinot, Arnaud, je sais pas, Niel, se diront demain, qu'est-ce que je peux faire pour aider les jeunes de banlieue? Ben, je vais créer ma Khan Academy en banlieue et puis je vais le financer grâce à mon mécénat. Voilà, espérons qu'il y aura un milliardaire qui pourra suivre et qui pourra financer donc sa Khan Academy pour la banlieue. Mais une fois de plus, l'efficacité de toutes ces méthodes ne vaut rien, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'interface humaine. L'humain, c'est primordial dans tous ces rapports, tout ce rapport d'enseignement. Et il n'y a pas, la motivation s'étiole très rapidement, tout simplement. Et le plus important pour ces jeunes de banlieue, c'est de maintenir la flamme, c'est de maintenir la motivation, de leur donner envie, d'avoir envie de travailler. Or, avec tous ces outils informatiques et tout ce e-learning, très très rapidement on décroche. Moi, le premier, à titre personnel, pour anecdote, je me suis dit, sur Internet, vous trouverez de très belles vidéos donc, de James FC, je crois, qui fait donc les formations en 30 jours, donc sur Internet, c'est gratuit sur YouTube, qui fait les formations donc, pour Photoshop. Et j'avais une motivation d'en faire parce que je voulais absolument faire donc, ces formations de Photoshop pour pouvoir moi-même l'utiliser donc sur mon site. Ben, j'ai tenu une semaine. Et là, tous les matins, je me dis, ouais, il faudrait que je poursuive, mais ça fait un moment que j'ai décroché. Bon, c'est mon cas particulier, mais tout ça, c'est pour vous dire quoi, c'est que voilà, ça nécessite d'avoir une motivation d'en faire. Or, le public qu'on cible, à savoir les gamins qui décrochent en banlieue, n'est pas réellement très, très, très motivé. En tout cas, ne peut pas être motivable, on va dire, par ce genre d'outils. Donc, l'e-learning, ça coûte moins cher, c'est accessible, c'est disponible pour tout le monde, c'est accessible depuis très longtemps, il y a de nombreux sites, ça va des sites gratuits jusqu'aux sites payants, donc il y a de tout là-dedans. Il y a une mosaïque voilà, de services là-dedans absolument phénoménal. Voilà, ils font beaucoup pour pouvoir faciliter donc l'intérêt donc des gamins pour cela. Simplement, je doute de l'efficacité donc de ces méthodes d'enseignement par e-learning. Je doute réellement de l'efficacité. Voilà. Et enfin, vous avez donc le soutien scolaire. Le soutien scolaire, bien évidemment, je ne vais pas m'apaisantir là-dessus dans cette vidéo. Nous prendrons donc le temps de faire une vidéo particulière pour réellement en parler parce que le soutien scolaire, il y a plein de... Surtout le soutien scolaire en France, il est assez particulier. Le soutien scolaire, c'est le fait tout simplement qu'un intervenant vienne à votre domicile. En règle générale, c'est un étudiant ou un prof qui vient chez vous ou votre fils va chez lui ou troisième cas, vous vous retrouvez donc dans un lieu où cette personne en fait donnera des cours, soit de français, de mathématiques, de tout ce que vous voulez, donc à votre gamin pendant 1 heure ou deux, une session d'1 heure ou deux, donc en fonction donc, de vos arrangements. Le soutien scolaire, donc vous l'aurez compris, je ne prêche pas pour ma paroisse, c'est simplement que s'il est autant couru, c'est peut-être parce que in fine, c'est la méthode on va dire la moins pire, la plus efficace de toutes les autres. Tout simplement parce que c'est l'école, mais pour une personne, ou deux, ou trois. Nous en reparlerons plus tard avec la méthode de soutien scolaire que nous avons mis en place, des partages scolaires à domicile. Mais c'est la méthode la plus efficace tout simplement parce que vous avez une personne qui sait de quoi elle parle, une personne compétente qui vient à votre domicile pour vous aider à vous améliorer sur un point précis que vous ne maîtrisez pas.
Et donc c'est un peu comme une école individualisée. Et donc forcément l'impact est beaucoup plus important et donc les résultats sont beaucoup plus parlants, sont beaucoup plus significatifs comparés à toutes les autres méthodes. D'abord ça se passe dans un cadre familier, ça se passe chez vous. Et le soutien scolaire, justement, c'est un prof, c'est quelqu'un qui sait, c'est un exemple, c'est un modèle, c'est un grand, je sais pas, mais c'est quelqu'un qui a les compétences, une fois de plus on revient sur la notion de compétences, et qui vient pour faire des cours juste à votre enfant. Donc tout est concentré sur votre enfant ou sur le groupe d'enfants qu'il a. Ce qui permet donc d'avoir un impact beaucoup plus important et donc qui apporte nécessairement des meilleurs résultats. Je sais qu'il n'existe pas d'études spécifiques là-dessus. J'ai trouvé sur un site internet qui s'appelle donc apprendre.com, je crois, qu'il y avait une étude qui avait été faite par la région donc Rhône-Alpes et je crois, et donc ils avaient trouvé que pour 36% des élèves qui avaient pris les cours de soutien scolaire, ils avaient augmenté de 1 à 2 points. Ensuite, de 3 à 4 points, il y en avait eu 22%. Et de 5 à 6 points, il y en avait eu 6%. Voilà. Donc, je sais que le soutien scolaire en France, dans une société qui adore l'égalitarisme, c'est très mal vu. Mais les faits, une fois de plus, les faits, 1 plus 1 égale 2, le soutien scolaire, dans tout cet ensemble en fait, de compléments donc, à l'instruction, est la méthode la plus efficace. Et les parents, une fois de plus, ne se sont pas trompés, puisque les familles privilégiées, les enfants qui sont dans toutes les prépas, les meilleures écoles, les écoles d'ingénieurs, prennent largement, massivement les cours de soutien scolaire pour pouvoir donc se mettre au niveau. Donc il n'y a peut-être pas d'études factuelles pour pouvoir donc authentifier cela, mais socialement, il suffit d'ouvrir les yeux pour se rendre compte que les gens ont acté le fait que le soutien scolaire était la clé, en tout cas l'une des clés, l'une des efficacités, tout simplement, pour permettre à son enfant de performer. Et donc aujourd'hui, dans le système français, le soutien scolaire est énormément pratiqué par les familles aisées, par les familles privilégiées, qui peuvent se permettre justement, c'est vrai, de payer des sommes conséquentes pour pouvoir donc faire bénéficier donc d'un enseignement donc individualisé donc à leur enfant. Et donc avec des résultats qui s'en suivent. Et le marché du soutien scolaire aujourd'hui en France, j'ai lu sur un rapport du CERFI, ça compte pour 1 milliard, je crois, de chiffre d'affaires. Ça fluctue, de temps en temps on dit 1 milliard, de temps en temps on dit 2 milliards. Et les familles, socialement, qui en usent et en abusent, ce sont les familles aisées. Et curieusement, ce ne sont pas les familles qui en ont le plus besoin. Et tout cela s'explique simplement pourquoi, parce que l'État français, par l'entregent de Borloo, a mis en place le plan Borloo, donc de l'assistanat fiscal, de 50% d'exonération fiscale donc, pour les cours de soutien scolaire. Et donc, in fine, les cours de soutien scolaire, ça coûte cher. Et seules les familles qui ont les moyens de payer 30 à 40 euros de l'heure en fonction donc, du niveau des enfants, 30 à 60 euros de l'heure en fonction du niveau donc, des enfants, de l'heure, en fonction du niveau des enfants, peuvent se permettre de le faire. Vous imaginez bien que si vous gagnez le salaire médian français, le salaire médian, c'est le salaire de 50% de la population française. Je crois en France, c'est 1500 ou 1600 euros. Ça doit être 1500 euros. Si mes souvenirs sont bons, c'est 1500 euros. Et vous devez consacrer 30 à 60 euros de l'heure pour l'éducation de votre enfant. C'est une mission quasiment impossible. C'est vrai que vous faites 30 euros et puis 6 mois plus tard, par vos impôts, l'État vous rembourse 50%. En fait, les Français vous remboursent 50%. Mais grosso modo, ce sont les familles aisées qui peuvent se permettre d'avoir du soutien scolaire. Et une fois de plus, par cela, les familles les plus pauvres en fait ne peuvent pas bénéficier donc de ces systèmes de soutien scolaire, on va dire légal, mis en place par l'État français. Et donc elles recourent à quoi? Elles recourent au soutien scolaire illégal. Et donc elles ont toutes, en banlieue, vous avez plein de familles qui ont plein des cours donc, avec des étudiants à des tarifs 10 euros, 15 euros, qui comme ça essayent de compenser
les difficultés que de compenser un peu voilà les 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 oh Seigneur Dieu, l'inefficacité en fait du système scolaire public. Donc voilà. Je ne veux pas être trop long là-dessus parce qu'on prendra le temps bien évidemment de faire une vidéo bien particulière pour le soutien scolaire. Il faut juste savoir que le soutien scolaire en France est vicié. Et vicié selon moi parce que il a été pensé pour une certaine classe sociale et qu'on n'a pas du tout pensé cela pour les familles pauvres françaises. On a surtout pensé pour une certaine classe sociale, les plus aisés, les plus riches, et surtout pas pour les plus pauvres. C'est la raison pour laquelle, malgré tout le ramdam qu'on vous fait donc, sur les 50% d'exonération fiscale, ben, les familles de banlieue, les familles pauvres en fait ne peuvent pas en bénéficier. Et donc, in fine, l'échec scolaire continue à perdurer en banlieue. Et il faut savoir une chose, mais on l'expliquera dans la prochaine vidéo, c'est que le soutien scolaire légal, donc avec l'assistanat fiscal, l'exonération fiscale de 50%, et le soutien scolaire illégal, donc aux blacks, comme ils disent, aux noirs, comme ils disent, se tiennent en fait. L'un a besoin de l'autre. C'est un système très astucieux qui a été bien pensé par ceux qui ont vu les pauvres politiques qui l'ont mis en place. Et en fait, on va essayer de décortiquer ça lors de la prochaine vidéo. Et je vais essayer humblement d'expliciter tout ça. Donc, pour résumer, donc à domicile, le e-learning, ça ne coûte pas cher, c'est ça le gros avantage. Ça ne coûte pas cher, c'est accessible par tous. Par contre, le gros désavantage, c'est que ça requiert une très très grande motivation individuelle du gamin et une présence forcément donc, du parent donc, qui doit s'assurer que le gamin donc, suit son programme d'enseignement. Et donc voilà. Et pour le soutien scolaire à domicile, je pense que c'est la méthode qui a montré son efficacité relative. Hein, d'accord? Il faudrait faire davantage d'études. Mais je pense que c'est la méthode qui permet d'apporter des résultats et c'est la méthode qui est plébiscitée par les parents. En tout cas, c'est la méthode qui est plébiscitée par les parents aisés, qui ont les moyens et qui trustent en fait toutes les grandes écoles de commerce, les grandes écoles d'ingénieurs. C'est la méthode qu'ils utilisent le plus. Et tous les élèves et tous les enfants et tous les parents qui souhaitent que leurs enfants aillent dans de très grandes écoles utilisent toujours le soutien scolaire. Donc il y a une raison à ça, c'est simplement parce que c'est efficace. C'est une concentration en fait de l'effort sur un individu ou un noyau d'individus. Très peu, très réduit, sur un sujet bien précis. Et donc l'efficacité est maximale et on arrive comme ça à motiver les gamins. Et si en plus de ça vous avez des gens qui savent bien s'y prendre, vous avez des modèles, ben, le gamin peut développer une relation un peu plus forte avec cette personne et grâce à ça se motiver et avoir envie de performer pour pouvoir justement être aussi exemplaire que celui qui donne le coup. Et donc ça peut vraiment, il peut en résulter vraiment des choses très passionnantes pour le gamin et ça peut vraiment permettre de redresser la courbe en fait de son échec ou de son décrochage scolaire. Ce qui est sûr, ce n'est pas la panacée, le soutien scolaire, mais c'est l'une des pistes qui permettrait de travailler sur des masses beaucoup plus importantes et à des tarifs plus ou moins intéressants. Donc c'est le bon compromis en fait et finalement si les familles en fait usent de cela, c'est peut-être parce que c'est efficace. Le soutien scolaire ne joue pas toujours d'une très belle image parce qu'en France on est dans une société égalitariste, mais il n'en demeure pas moins que efficacité pour efficacité, c'est la meilleure des choses, c'est la meilleure des alternatives en tout cas. Donc voilà, j'espère, bon, je pense que j'ai été assez long, j'ai peut-être été assez redondant, mais il était important justement que toutes les familles et que nous comprenions tous ensemble que il est important voilà, de trouver des compléments. On ne peut pas juste se contenter des écoles qu'on a, quoi. Donc, et même pour les enfants, je dis même ça, même sans mépris, parce que même pour les enfants qui ont fait des très très grandes écoles, ils ont aussi souvent besoin de soutien scolaire, donc pour pouvoir continuer à performer. Donc le soutien scolaire s'adresse finalement à tout le monde et est accessible à tout le monde pour peu qu'on ait les moyens.
Dans la prochaine vidéo, nous irons donc en détail et je vous expliquerai pourquoi nous sommes dans cette situation où on va dire 90% à peu près du soutien scolaire en France est toujours au noir et pourquoi est-ce que rien n'a changé depuis, malgré le fait qu'on ait mis les 50% d'exonération fiscale qui, voilà. Et enfin, pourquoi est-ce qu'après le chèque, le soutien scolaire, nous finons donc sur le chèque scolaire, qui est donc la dernière lubie en fait de cette classe sociale qui souhaite maintenant financer totalement l'école de ses enfants grâce en fait au français. On parlera du chèque scolaire donc en finale. Donc voilà. Je pense avoir à peu près brossé l'éventail. Si vous avez des suggestions, ben, n'hésitez pas. J'ai sans doute dû me tromper sur quelques points. Si vous avez des recommandations ou si vous pensez que je ne suis pas assez clair, ben, n'hésitez pas à participer au débat et à apporter justement votre part, donc, votre contribution donc, à ces vidéos. Je pense qu'il est important pour la communauté de la banlieue et la communauté noire, la communauté nègre de banlieue, de prendre conscience que l'essentiel pour nous se trouve dans l'éducation, l'essentiel se trouve donc dans nos enfants, et de cesser de perdre notre temps avec des débats stériles qui ne nous apportent rien. Concentrons-nous sur l'essentiel et concentrons-nous sur l'éducation de nos enfants, donnons-nous les moyens donc d'y arriver. Voilà, j'espère que vous aurez tiré quelques informations donc, de cette vidéo.